Un après-midi froid d'hiver à Manhattan, le milliardaire Cassian Rowe fut le témoin d'une scène qui allait ébranler les fondations de son empire. Dans une sombre allée, une petite orpheline aux pieds nus murmurait une prière sur un morceau de pain moisi. « Merci, mon Dieu, pour cette nourriture. » Ce moment brisa la carapace de verre de Cassian et marqua le début de sa guerre contre le système, son propre sang, et le prix de la salvation. Le restaurant brillait comme une boîte dorée dans le gris de l'après-midi hivernal new-yorkais. Les serveurs se déplaçaient en une chorégraphie silencieuse, le tintement des verres de cristal se mêlant au doux murmure de l'argent. Puis, une voix nette brisa l'enchantement. « Sortez ces enfants d'ici. Ce n'est pas un refuge. » La salle se figea. Cassian Rowe, assis près de la fenêtre, leva les yeux de sa pile de contrats. Il n'aimait pas le bruit, n'aimait pas les interruptions, mais l'ordre portait une telle part de mépris qu'il jeta un coup d'œil vers la porte. Deux petites silhouettes se tenaient là. La plus âgée, Ara, avait des joues rougies par le vent, un manteau déchiré de deux tailles trop petites, et de la neige fondant sur ses cheveux emmêlés. Ses pieds nus laissaient des traces humides sur le sol de marbre. À côté d'elle s'accrochait une enfant plus petite, âgée de 5 ans, serrant le coin de la manche de sa grande sœur comme si c'était une bouée de sauvetage. « S'il vous plaît, monsieur » murmura l'aîné, sa voix tremblante, mais assez calme pour être fière. « Pouvons-nous avoir un peu de nourriture ? Juste les restes. » Personne ne bougea. Une onde de malaise parcourut les tables. Une vague de regards polis qui refusaient de voir. La main du gérant fendit l'air. « Dehors. » Maintenant. Ara, il apprendrait plus tard son nom, tressaillit. La fille aînée se contenta de baisser la tête, les lèvres serrées comme si elle scellait une promesse. « Viens » murmura-t-elle et guida sa sœur vers la porte tournante en verre. Cassian ajusta ses boutons de manchette, l'irritation lui traversant l'esprit. Il se dit que ça ne le concernait pas. Il avait construit des tours qui atteignaient les nuages, navigué sur les marchés, les conseils d'administration, les empires. Les enfants des rues n'étaient pas son histoire. Pourtant, alors que la porte de verre se refermait, le son de leurs petits pas s'estompant dans le sifflement de l'hiver à l'extérieur, quelque chose en lui se dérégla. Un instant, les lettres de son contrat se brouillèrent. Il aperçut son propre reflet dans son verre de vin, costume impeccable, cravate parfaite, visage sculpté par des années d'ambition, et derrière cela, un souvenir refit surface, un garçon seul près d'un lit d'hôpital, trop fier pour pleurer, promettant de ne plus jamais avoir besoin de personne. Le serveur versa du merlot. « Dois-je apporter le dessert, monsieur Rowe ?» Cassian ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur le givre s'accrochant à la porte de verre où les deux enfants venaient de disparaître. Dehors, le vent fouettait la 5e avenue, portant l'écho de leur voix. L'affaire devant lui valait 100 millions de dollars. Mais tout ce qu'il entendait était la petite question affamée qui avait brisé le luxe. « S'il vous plaît, monsieur, pouvons-nous avoir du pain ?» Et à cet instant, l'empire de Cassian Rowe lui parut soudainement, insupportablement creux. La neige tombait en fin fil fantomatique lorsque Cassian sortit du restaurant. La 5e avenue scintillait de lumière, de taxis chromés, de diamants. Mais quelque part sous les klaxons et les bavardages, une voix flottait dans l'air. « Merci, Seigneur, pour ce pain. C'est une bénédiction. » Il se figea. Les mots n'auraient pas dû porter aussi loin. Il semblait fragile, assez petit pour se briser, mais il l'avait trouvé d'une manière ou d'une autre. La curiosité, ou peut-être la culpabilité, le tira vers une ruelle de service étroite à côté du bâtiment où les bouches d'aération soufflaient de la vapeur fantomatique dans le froid. L'odeur le frappa d'abord, carton humide, vieille huile, l'odeur métallique des ordures. Puis il la vit, Ara, sur le trottoir gelé, l'ourlet de son manteau trempé et raide de gadou. Dans ses petites mains, un morceau de pain si moucheté de moisissure qu'il semblait malade. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres bougeant dans une douce prière. À côté d'elle, Mera était accroupie sous une bâche en plastique, les mains serrées autour de ses genoux pour se réchauffer. « Merci, Seigneur, de nous avoir nourris aujourd'hui, » murmura Ara. « S'il te plaît, laisse ma sœur dormir profondément cette nuit. » Le souffle de Cassian se transforma en buée devant lui. Il avait entendu des cadres bluffer avec des millions, des politiciens mentir avec des sourires polis, mais jamais une voix comme celle-ci. Si désarmée, si réelle. Il fit un pas en avant. Du verre brisé craqua sous sa chaussure. Ara sursauta, serrant le pain contre sa poitrine comme s'il allait le lui prendre. « Je ne ferai rien de mal, monsieur, dit-elle rapidement. Je remerciais juste Dieu.
Nous ne salirons pas votre costume. Les mots transpercèrent plus profondément qu'une accusation. C'était une excuse pour exister. Pendant un long moment, il ne put parler. Le monde qu'il avait construit, les salles de conférence, les tours, les règles, lui semblaient obscènes à côté de la dignité tremblante de cet enfant. « Tu vas manger ça ?» demanda-t-il finalement, d'une voix basse. Ara leva les yeux, son regard reflétant la lumière grise de l'allée. « Oui, monsieur. C'est encore bon. Juste un peu vert. » Et Cassian Rowe, l'homme qui possédait la moitié de la skyline de Manhattan, réalisa qu'il se tenait devant la seule personne ce jour-là qui avait vraiment signifié le mot « bénédiction ». Cassian s'accroupit, le froid du trottoir s'infiltrant à travers le tissu de son pantalon. Il fixa le pain dans les petites mains d'Ara, dures, gris, tachetées de moisissure comme des ecchymoses sur de la chair. Elle le tenait délicatement, presque avec révérence, comme si c'était un miracle au lieu d'une ordure. « Tu ne devrais pas manger ça » murmura-t-il. Mais le menton d'Ara se leva, défiant malgré ses tremblements. « C'est bon, j'ai enlevé le verre. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers l'abri de carton ombragé. « Si je ne tombe pas malade, je donnerai un morceau à Mera demain. » Cassian déglutit difficilement. « Tu le testes en premier. » Elle hocha la tête, avec un air de fait. « Je suis la grande sœur. C'est mon travail. » Ces mots pesèrent plus lourd que n'importe quelle perte financière qu'il ait jamais connue. La ville grondait faiblement au-delà de l'allée, les moteurs de voitures et la richesse s'éloignant, insouciant de deux enfants rationnant du poison avec courage. Il sortit un mouchoir en soie de sa poche, le genre qui coûtait plus cher que le pain qu'elle tenait. Doucement, il le posa sur le sol entre eux, une tache de blanc contre la crasse. « Tiens, dit-il doucement. Quelque chose de propre. Quelque chose qui est à toi. » Ara le fixa, la suspicion traversant son visage. « Pourquoi ?» demanda-t-elle sèchement. « Que voulez-vous en retour ?» Cassian cligna des yeux. La question le déconcerta. « Rien, dit-il, sa voix rauque. Je ne veux rien. » Un instant, aucun des deux ne bougea. Puis, avec une précision solennelle, Ara plaça le morceau de pain sur le mouchoir comme si elle déposait un bijou sur un autel. Du coin, Mera toussa, un son doux et humide qui n'appartenait pas à un enfant en bonne santé. Le regard de Cassian dériva vers elle, vers le nid de carton et de plastique improvisé, et quelque chose de profond en lui se déplaça, l'effondrement lent et inévitable d'un homme qui avait passé toute sa vie à faire semblant de ne pas voir. Une rafale de vent transperça l'allée, soulevant des lambeaux de journaux dans l'air comme des oiseaux gris. Cassian se leva lentement, brossant le givre de ses gants. « Où habitez-vous » demanda-t-il, son ton plus doux maintenant. Ara désigna l'extrémité de l'allée, où un auvent effondré s'appuyait contre le mur. En dessous, un fort de carton recroquevillé sous le poids de la neige, rafistolé avec du ruban adhésif et des sacs d'épicerie déchirés. Là, dit-elle simplement. Il fait chaud quand les boîtes ne fuient pas. Cassian s'approcha, faisant attention de ne pas la dominer. Vos parents ? La voix d'Ara ne trembla pas cette fois. Parti. Papa au ciel. Maman à l'hôpital, et elle n'est pas revenue. Elle cligna des yeux, ravalant ce qui venait ensuite. Nous restions dans un refuge, mais ils ont dit qu'ils nous sépareraient. Je ne laisse pas ça arriver. Derrière elle, Mera jeta un coup d'œil dessous l'auvent. Les yeux écarquillés, les joues rougies par le froid. Elle tenait une poupée cassée à qui il manquait un œil. Quand elle vit Cassian, elle se cacha à nouveau dans la boîte. Ara redressa ses épaules. Elle est timide et nous ne parlons pas aux étrangers. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, dit Cassian doucement. C'est ce qu'ils disent tous. Ces mots le frappèrent comme une accusation. L'enfant n'était pas impoli. Elle récitait une loi de survie. Il jeta un coup d'œil à la poupée dans la main de Mera, au morceau de plastique censé repousser le vent, puis à ses propres chaussures. Brillante, parfaite, absurde. Il hésita. « Comment t'appelles-tu » Arawin, dit-elle, se redressant par instinct. « Et c'est ma sœur, Merawin. » Cassian hocha la tête. « Je suis Cassian. » Elle l'étudia un long moment, puis demanda doucement, « Tu as une sœur, toi aussi ?» Il détourna le regard. Le nom de Sloan traversant son esprit comme une ombre qu'il préférait oublier. « Autrefois, dit-il, il y a longtemps. » La neige recommença à tomber, en flocons lents et délibérés qui se posèrent sur les cheveux emmêlés d'Ara.
Elle ne les brossa pas. Elle resta là, fière et petite dans l'allée glaciale, comme si elle défiait le monde entier de ne pas détourner le regard. Cassian hésita, regardant les flocons se poser sur les cheveux d'Ara. Elle ne tressaillit pas au froid. Elle se tenait comme une sentinelle gardant quelque chose d'invisible. « Vous ne devriez pas rester ici ce soir », dit-il finalement. « Les températures baissent. Vous pourriez geler. » La réponse d'Ara fut instantanée. « Nous avons eu plus froid. » Sa voix avait ce mélange étrange de fierté et de douleur que seuls les enfants forcés de grandir trop vite pouvaient porter. Cassian s'agenouilla de nouveau, de sorte qu'il soit à hauteur des yeux. « Ara, si je trouvais un endroit chaud, me laisseriez-vous vous emmener toutes les deux ?» Elle le fixa, les yeux plissés, à la recherche. « Les gens disent toujours de belles choses d'abord, puis ils vous éloignent de votre sœur. » Les mots lui tordirent l'estomac. « Je ne ferai jamais ça. » « Comment le saurais-je » Il fouilla dans la poche de son manteau, en sortit son portefeuille en cuir et en tira un petit clip habillé en argent gravé de ses initiales. Il valait plus que le bâtiment derrière eux, mais ce n'était pas la raison pour laquelle il l'offrait. « Tu peux le garder jusqu'à ce que tu saches que tu peux me faire confiance. » Elle croisa les bras, peu impressionnée. Les choses ne signifient pas grand-chose. Les promesses, si. Son regard dériva vers le fort de carton où Mera dormait sous une mince couverture. Puis, avec la solennité d'un juge, elle fouilla dans sa poche et en sortit un minuscule lapin en tissu auquel il manquait un bras, sa fourrure usée jusqu'au fil. Elle le tendit avec précaution. « C'est le nôtre. Si vous mentez, nous le saurons. Gardez-le en sécurité jusqu'à ce que nous soyons en sécurité. » Cassian prit le jouet à deux mains. Il était doux, sale, mais il semblait plus lourd que l'or. « Marché conclu, dit-il doucement. Le menton d'Ara se souleva d'un cheveu. La plus petite étincelle de croyance traversa ses yeux, rapide comme une bougie vacillant au vent. Mais voilà, le marché était conclu, non pas à l'encre, non pas en chiffres, mais dans la loi silencieuse de deux mondes qui s'entrechoquaient, un milliardaire qui n'avait jamais connu la faim, et une enfant qui avait appris à mesurer la vérité par qui restait. Le taxi jaune tournait au ralenti près du trottoir, son échappement tourbillonnant dans l'air glacé. Cassian ouvrit la porte, faisant un geste prudent. « Venez, toutes les deux. » Ara hésita, serrant la main gantée de Mera. « Nous allons quelque part au chaud, dit-il simplement. Vous mangerez, vous vous reposerez. » Elle l'étudia un long moment, puis fit un petit hochement de tête. « Si nous y allons, nous nous asseyons ensemble. »« Toujours. »« Promis, » dit Cassian. À l'intérieur du taxi, les sœurs se blottirent dans le coin, les yeux écarquillés devant les sièges en cuir et la ville scintillante au-delà des fenêtres. Manhattan défilait en un flou, les lumières au néon traçant des traînées sur le trottoir mouillé. Les décorations de Noël brillaient à travers les vitres. Cassian donna une adresse qui fit le chauffeur jeter un double coup d'œil dans le rétroviseur, Sylvia et Harlem. La chaleur les frappa comme une marée lorsqu'elles entrèrent dans le restaurant. L'odeur de poulet frit et de pain de maïs les enveloppa, riche et réconfortante. La conversation s'interrompit lorsque l'hôtesse reconnut Cassian Rowe, le milliardaire promoteur, avec deux enfants maculés dessus accrochés à son manteau. Il ne broncha pas, table pour trois. Ils s'assirent dans une banquette d'angle sous une lumière dorée. La serveuse posa devant eux des bols fumants de soupe de nouilles au poulet, ainsi que du lait et du pain encore moelleux sortant du four. La main d'Ara hésita au-dessus de la cuillère, incertaine. « Nous ne pouvons pas payer, murmura-t-elle. Cassian se pencha en avant. « Tu n'as pas à le faire. C'est un cadeau. » Son front se plissa, l'incrédulité vacillant. « Rien n'est gratuit. » Il sourit faiblement, quelque chose de tendre perçant le fer de sa voix. Peut-être que cette fois, ça l'est. Mera prit la première gorgée. Ses yeux s'écarquillèrent. Un petit rire s'échappa, hésitant mais réel. Cassian la regarda mâcher, puis regarda Ara, toujours prudente, toujours sur ses gardes, et réalisa qu'en 38 ans d'affaires, c'était le premier repas qui comptait vraiment. Lorsque le taxi s'arrêta devant la tour de verre surplombant Central Park, le souffle d'Ara se transforma en buée contre la vitre. « Cet endroit ressemble à un château, » murmura-t-elle. Cassian paya, le chauffeur souleva Mera dans ses bras et dit doucement, « Ce n'est qu'un bâtiment. » Mais en entrant dans le hall de marbre, même lui sentit l'air changer. Les gardes se figèrent, reconnaissant leur employeur, leurs yeux dartant entre son manteau taillé et les deux filles tremblantes à moitié cachées derrière lui. L'ascenseur ronronna en montant sur 60 étages.
Mera s'accrocha à son revers, sa petite tête posée contre son épaule. Ara se tenait raide à côté de lui, regardant les chiffres lumineux grimper. Nous ne resterons pas longtemps, dit-elle à voix basse, plus à elle-même qu'à lui. Cassian ne répondit pas. Lorsque les portes s'ouvrirent, la chaleur se répandit. Son pantouse, tout en acier, verre et silence, lui sembla soudain étranger. Il n'avait jamais été conçu pour des enfants. Les murs brillaient trop blancs. L'art sur les murs ressemblait à des choses que personne ne touchait jamais. Ara s'arrêta juste au seuil. C'est trop propre, murmura-t-elle. Nous allons le salir. Cassian s'accroupit à sa hauteur. Tu ne peux pas le gâcher. Ce n'est qu'un endroit. Il hésita, puis ajouta doucement, tu comptes plus que les murs. Elle le regarda sans comprendre, mais resta silencieuse. Mera se dégagea de ses bras et tapota pieds nus sur le sol, pressant sa paume contre la fenêtre de verre qui s'ouvrait sur la skyline scintillante. Les étoiles sont ici, dit-elle d'une voix endormie. Cassian trouva une épaisse couverture dans la chambre d'Ami, secouant la légère odeur de cèdre. Tiens, dit-il, la déployant sur le canapé. Dors où tu veux. Ara hésita avant de guider Mera sous la couverture. Pour la première fois, la plus jeune ne frissonna pas. Cassian tamisa les lumières, debout dans l'embrasure de la porte. Il avait accueilli des politiciens, des PDG, des mannequins, mais jamais ce genre de silence, le silence d'enfant enfin assez en sécurité pour dormir. La ville à l'extérieur brûlait de la lumière hivernale, tout en vert et en froide brillance. Mais à l'intérieur du pantouse de Cassian, le monde était devenu immobile. La cheminée murmurait doucement, l'air légèrement parfumé de cèdre et de lin. Il avait échangé les appels téléphoniques et les salles de conférence contre le silence. Et pour une fois, le silence ne ressemblait pas à une victoire. Il ressemblait à une épreuve. Sur le canapé, Mera dormait avec son pouce sous le menton, la couverture se levant et s'abaissant au rythme de ses douces respirations. Ara était allongée à côté d'elle, les yeux mi-ouverts, comme si elle craignait que la chaleur ne soit un piège qui pourrait disparaître si elle clignait trop longtemps. Cassian les regarda depuis l'embrasure de la porte, incertain s'il s'immisçait dans quelque chose de sacré. Il s'agenouilla, tirant la couverture plus haut. Ara ne bougea pas, mais sa voix sortit de l'obscurité, petite et perçante. Vous partirez quand nous dormirons, n'est-ce pas? La question frappa plus fort qu'une accusation. Cassian s'assit par terre à côté du canapé, les coudes sur les genoux. Non, je reste. Ses yeux papillonnèrent vers lui. Les gens partent toujours la nuit. Ils attendent que ce soit facile. Il déglutit. Je ne suis pas les gens. Le silence s'étira. La neige à l'extérieur pressait contre les fenêtres comme des fantômes silencieux. Puis elle murmura, « Pourquoi ?» Cassian cligna des yeux, pris au dépourvu. « Pourquoi ?»« Quoi ?»« Pourquoi nous aider ?»« Vous ne nous connaissez même pas », il expira lentement, les yeux dérivant vers la skyline. « Peut-être parce qu'autrefois, il y a longtemps, quelqu'un m'a aidé et je n'ai pas dit merci. » Il la regarda de nouveau. « Peut-être que c'est ma façon de le dire maintenant. » Ara ne répondit pas, son regard s'adoucit, incertain, mais pas rejetant. Cassian fouilla dans la poche de son manteau et plaça le lapin en tissu, la relique à un bras qu'elle lui avait donné, à côté de son oreiller. Tu as dit de le garder en sécurité jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Je tiens ma part du marché. Ses doigts effleurèrent le tissu usé. Si vous mentez, je le saurai. Il sourit faiblement. Alors je ferai en sorte que tu ne le saches pas. Les cils d'Ara papillonnèrent, la tension dans son petit corps se brisant enfin. Elle murmura, « Bonne nuit, monsieur Rowe. »« Bonne nuit, Ara. » Quelques minutes plus tard, le seul son était le murmure de deux enfants respirant en rythme. Cassian s'adossa au mur, fixant la faible lueur du feu. La ville bourdonnait au-delà de la vitre, mais son monde avait basculé vers l'intérieur, vers un canapé, un lapin usé et une promesse fragile qu'il ne savait pas encore comment tenir, mais qu'il mourait avant de briser. Le matin arriva, pâle et silencieux, le ciel lavé de gris. Cassian n'avait pas dormi. Le feu s'était éteint depuis longtemps, ne laissant que des braises. Il se tenait à la fenêtre, regardant Central Park scintiller sous une fine croûte de givre. Derrière lui, un léger mouvement, le rire endormi de Mera. Le murmure prudent d'Ara remplit le silence comme un chant d'oiseau dans une cathédrale. Puis vint le coup à la porte. Il n'était pas fort, mais dans ce silence, il sonna comme un verdict.
Cassian ouvrit la porte et trouva Damon Cross, son avocat et plus vieil ami, debout là dans un manteau sombre, l'expression tendue. « Tu n'as pas répondu à mes appels » dit Damon d'un ton neutre, en entrant. Son regard tomba immédiatement sur le canapé, deux petites silhouettes sous la couverture, deux paires d'yeux clignant vers lui depuis la chaleur. Cassian, soupira Théil, se pinçant l'arête du nez. Dis-moi que tu n'as pas juste ramené des enfants au hasard de la rue chez toi. Ils ne sont pas au hasard, dit Cassian doucement. Ils sont à moi jusqu'à ce que quelqu'un de mieux se présente. Damon jeta un coup d'œil autour du Penthouse, le café intact, les manteaux pliés près de la cheminée, l'épuisement gravé sur le visage de Cassian. Si ça fuit, le CPS sera ici avant midi. Et Sloan. Il ne termina pas la phrase. La mâchoire de Cassian se crispa. Elle en fera un titre. Elle en fera une arme, corrigea Damian de l'autre bout de la pièce. Ara s'assit, serrant la main de Mera. Qu'est-ce que le CPS demanda-t-elle. Cassian se tourna, sa voix douce mais ferme. Des gens qui pensent savoir ce qui est le mieux pour les enfants, mais ils ne vous connaissent pas, Damon expira, sortant déjà son téléphone de sa poche. Alors nous ferions mieux de nous assurer qu'il n'en ait pas l'occasion. Alors que la ville s'éclairait au-delà de la vitre, Cassian réalisa que le monde les avait déjà trouvés et qu'il ne frapperait plus doucement. À midi, la ville était pleinement éveillée, les klaxons retentissant, les téléphones vrombissant et les écrans d'information clignotant en un mouvement sans fin. Mais à l'intérieur du Penthouse de Cassian Row, le temps s'écoulait plus lentement. Il était assis à la longue table à manger, son café froid, fixant l'ordinateur portable de Damon Cross alors que des formulaires légaux défilaient sur l'écran. Garde, soins provisoires, décharge de responsabilité, murmura Damon, tapant rapidement. Tu joues avec le feu, Cass. Il y a des systèmes pour ça. Des systèmes, répéta Cassian doucement, les yeux lointains. Tu veux dire ceux-là même qui ont laissé deux enfants dormir sous un auvent en hiver? Les mains de Damon s'arrêtèrent au-dessus du clavier. Tu n'as pas tort, dit-il. Mais tu n'es pas équipé non plus. Tu ne peux pas simplement les garder ici. Je ne les garde pas, dit Cassian doucement. Je les maintiens en vie. À l'autre bout de la pièce, Ara était accroupie avec Mera près de la fenêtre. La petite traçait des motifs de givre avec son doigt, riant quand il fondait sous son toucher. Ara ne riait pas. Son regard ne cessait de faire des allers-retours entre les deux hommes, ses petites épaules tendues comme si elle se préparait à un coup invisible. Cassian la surprit en train de regarder. « Tu as encore faim. » Elle secoua la tête. « Vous vous disputez. » C'est à ce moment-là que les gens décident des choses. Son ton était si calme, si habitué, que cela le glaça. « Pas cette fois, dit-il. Tu as ma parole. » Elle ne répondit pas, mais sa main se tendit derrière elle, instinctivement, effleurant celle de Mera, vérifiant toujours qu'elle était là. Damon soupira. « Nous devons parler de ta sœur, Cass. Tu sais comment elle est. » La bouche de Cassian se durcit. Sloan ne se soucie de personne d'autre que des apparences. Elle transformera cela en spectacle si elle le peut. Elle le fait déjà, dit Damian d'un ton sombre. Il y a des rumeurs en ligne. Quelqu'un chez Sylvia S a dû laisser filtrer. Tu as été vu avec elle. Et les photos. Cassian se retourna brusquement. Des photos? Damon inclina l'écran vers lui. Un titre clignota sur la page, le milliardaire Cassian revu avec des enfants des rues, charité ou crise. L'image était granuleuse mais indéniable, Cassian dans son manteau bleu marine, tenant Mera tandis qu'Ara marchait à côté de lui dans la neige de Harlem. La légende en dessous ressemblait à une accusation. Cassian expira lentement, refoulant sa colère. Elle va utiliser ça. Elle le fait déjà, dit Damon, fermant l'ordinateur portable. Ces équipes de relations publiques alimentent la rumeur selon laquelle tu es instable après la mort de ton père, que tu compenses. De l'autre côté de la pièce, Ara parla doucement, presque à elle-même. Ils disent que vous êtes méchant. Cassian se tourna vers elle. Qui? Les gens sur l'écran? Elle désigna la télévision éteinte. Mais vous nous avez donné de la soupe. Les méchants ne font pas ça. Pendant un instant, Cassian ne trouva pas les mots. Sa gorge se serra. Damon se leva, rangeant des papiers dans un dossier. Écoute, je peux déposer une demande de tutelle d'urgence, mais elle ne tiendra pas longtemps. Le CPS frappera à la porte dans quelques jours, peut-être quelques heures.
Alors nous gagnons du temps, dit Cassian. Damen fronça les sourcils. Du temps pourquoi? Cassian regarda vers la fenêtre où les sœurs se tenaient maintenant côte à côte, leur petite réflexion encadrée contre la skyline. Pour qu'elle me fasse suffisamment confiance pour rester quand la porte s'ouvrira à nouveau. L'avocat se frotta la mâchoire. Tu as toujours eu l'habitude de parier sur l'impossible. Cassian esquissa un léger sourire. Et de gagner. Il se tourna de nouveau vers les filles. Combien de temps n'avez-vous pas mangé avant hier soir? Ara hésita. 2 jours? Peut-être 3. L'expression de Cassian ne changea pas, mais quelque chose en lui se brisa. Il se dirigea vers la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et commença à en sortir des ingrédients avec une énergie qui surprit même Damian. Plus de plats à emporter, dit-il. Elles mangeront de la vraie nourriture. 15 minutes plus tard, le pantouse était rempli de l'odeur de beurre grésillant et de toast. Mera frappa dans ses mains alors que Cassian versait des œufs brouillés dans 2 petits bols. C'est jaune, s'écria-t-elle. Ara était assise rigidement à table, les yeux écarquillés, les mains jointes sur ses genoux. Nous ne pouvons pas payer, murmura-t-elle à nouveau. Cassian posa l'assiette devant elle. Alors tu peux dire merci. Elle regarda la nourriture comme si elle allait disparaître. Merci, dit-elle doucement. Il s'assit en face d'elle, la regardant prendre une bouchée prudente. Son visage s'adoucit, ses épaules se relâchèrent un peu, et pour la première fois, il vit à quoi elle pourrait ressembler si le monde cessait un jour d'exiger sa force. Damen se tenait près de la porte, observant la scène tranquille se dérouler. « Cass, dit-il, baissant la voix. Tu réalises ce que cela signifie? Tu ne peux pas revenir en arrière. Elles ne sont pas un titre que tu peux modifier plus tard. » Le regard de Cassian resta fixé sur les sœurs. Tant mieux. Mera étala du beurre sur sa joue et rit. Ara se pencha et l'essuya doucement, murmurant quelque chose que Cassian n'entendit pas. Ce petit geste ordinaire brillait plus fort dans cet appartement stérile que tous les lustres qu'il n'avait jamais achetés. Lorsque Damian partit enfin, la neige avait recommencé à tomber. Cassian se tenait à la fenêtre, la ville s'étendant sous lui comme un empire de verre et de secrets. Son téléphone vibra, un message de Sloan. Juste 4 mots, nous devons parler. Il verrouilla l'écran et regarda de nouveau vers le canapé où les filles s'étaient blotties sous la couverture. Pour la première fois depuis des années, Cassian ressentait quelque chose qu'il ne pouvait ni quantifier ni contrôler. Pas le pouvoir, pas la perte, quelque chose de plus petit, de plus chaud, de dangereux. L'appel vint à l'aube. Le téléphone de Cassian vibra sur le comptoir, brisant le doux rythme de la respiration des filles. Il n'eut pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Le nom brillait comme une blessure, Sloan Rowe. Il répondit quand même. Cassian. Sa voix était douce, basse et froide, comme du verre sur le point de se fissurer. J'ai vu les photos. Imagine ma surprise de voir mon frère parader à Harlem avec des enfants errants. Le chagrin t'a-t-il enfin fait perdre la tête? Bonjour à toi aussi, dit-il calmement, se frottant les tempes. Tu as humilié la famille, continua TL. Les investisseurs appellent. Le conseil d'administration demande si tu as eu une sorte de dépression nerveuse. Réalises-tu seulement à quoi cela ressemble? Oui, dit-il. Cela ressemble à ce que j'ai trouvé 2 enfants que personne d'autre n'a pris la peine d'aider. Le rire de Sloan fut aigu, cassant. Ne joue pas les héros. Tu ne peux pas réparer ton passé en collectionnant des orphelins. Ces mots tombèrent comme une gifle. Ce n'est pas à propos de moi. Oh, c'est toujours à propos de toi, Cassian, claqua TL. Tu construis des tours, achètes des gros titres, cherches la rédemption, mais tu détruis tout ce que tu touches. Ces filles sont un procès en puissance. Alors poursuis-moi, dit-il doucement, et raccrocha. Il se retourna et trouva Ara debout dans l'embrasure de la porte, Mera à moitié endormie dans ses bras. Vous criez, dit-elle doucement. Il força une respiration. Juste une conversation d'adulte. Ara inclina la tête. C'était elle, la méchante? Cassian fronça les sourcils. Qui? La femme au téléphone? Celle qui blesse avec des mots? Il la regarda, si petite, mais déjà si familière de la cruauté. Oui, dit-il après un moment. Parfois, les méchantes personnes ne semblent pas méchantes, elles semblent sûres d'elles. Elle hocha la tête comme si elle comprenait trop bien. Mera remua,
murmurant « J'ai faim ». Cassian sourit faiblement. Alors mangeons. Alors qu'il portait la petite vers la cuisine, il aperçut le reflet d'Ara dans le verre, ses yeux sombres le regardant comme si elle attendait encore une preuve. Preuve que cette chaleur durerait. Derrière eux, la skyline s'éclairait. Mais quelque part au loin, Cassian pouvait déjà sentir la tempête que sa sœur était sur le point de déclencher. L'odeur du toast et de la cannelle flottait dans le Penthouse. Mera était assise sur le comptoir, balançant ses jambes, tandis que Cassian versait du lait dans 2 tasses ébréchées. Il n'avait jamais fait de petit déjeuner pour personne auparavant, pas même pour lui-même, mais les gestes venaient facilement, presque instinctivement. Ara était assise à table, silencieuse, ses yeux allant des assiettes à la fenêtre. Elle ne touchait pas à sa nourriture. « Tu n'aimes pas les pancakes ?» demanda Cassian doucement. « Ils sont trop jolis, dit-elle. »« Les jolies choses ne durent pas », ces mots l'arrêtèrent. Il posa le lait. « Alors mange-les vite, dit-il doucement. Avant qu'ils ne disparaissent. » Elle cligna des yeux, puis le coin de sa bouche se leva, un soupçon de quelque chose de fragile, presque un sourire. Mera rit, étalant du sirop sur son menton. C'est collant. Cassian lui tendit une serviette, incapable de cacher la chaleur dans ses yeux. C'est ce que fait le sirop. Il jeta un coup d'œil à Ara, toujours sur ses gardes, toujours calculatrice. Tu n'as pas à le mériter, dit-il. La nourriture, la chaleur, l'endroit pour dormir. C'est à toi. Pas de ruse. Elle l'étudia longtemps, la cuillère flottant au-dessus de l'assiette. Si vous partez, dit-elle finalement, vous reprendrez tout. Il rencontra son regard sans ciller. Alors je ne partirai pas, l'horloge tic-tac à l'extérieur. La neige tourbillonnait contre la vitre, et pour la première fois, Ara prit une lente et prudente bouchée. Bon, demanda Cassian. Elle hocha la tête une fois, murmurant, chaud. Il sourit. Alors ça marche. Pendant quelques rares minutes, le monde extérieur, les gros titres, l'avocat, le venin de Sloan disparut. Il n'y avait que le son de 2 enfants mangeant leur petit déjeuner et un homme apprenant à tenir une promesse qu'il ne savait pas encore comment honorer. À midi, le calme se brisa. L'ascenseur tinta, et quand Cassian ouvrit la porte, 2 étrangers en manteau sombre se tenaient dans le couloir. Un homme, une femme, tous 2 tenant de minces dossiers en cuir. Leur sourire poli n'atteignait pas leurs yeux. « Monsieur Rowe ?» demanda la femme. « Je suis l'agent Callaway des services de protection de l'enfance. Voici mon partenaire, Monsieur Chen. Nous avons reçu un signalement concernant 2 mineurs sous votre garde. » Derrière lui, Ara se figea à mi-pas. Mera serra la manche de sa sœur. Le ton de Cassian resta stable. « Vous avez reçu ce signalement parce que quelqu'un veut un titre. » La voix de Callaway était douce, rodée. « Quoi qu'il en soit, monsieur, nous avons le devoir de confirmer la sécurité des enfants. » Il s'écarta à contre-cœur. « Entrez. » Les agents scannèrent le Penthouse comme des évaluateurs, leurs yeux parcourant les murs de verre, les œuvres d'art, la cuisine élégante. Leur présence rendit la chaleur artificielle. Mera se pressa contre la jambe de Cassian. Ara se tenait rigide à côté d'elle, le menton levé en signe de défi silencieux. « Depuis combien de temps les enfants sont-ils ici ?» demanda Chen. « 2 nuits, répondit Cassian. Je les ai trouvés dans une ruelle près de la 5e avenue. Elles mouraient de faim. Avez-vous contacté les autorités ? Non, dit Cassian. Elles en ont assez des gens qui font des signalements au lieu d'aider. Le stylo de Callaway gratta le presse-papier. Monsieur Rowe, l'intention n'annule pas la procédure. Nous ne pouvons pas les laisser ici sans procédure régulière. Le sang-froid de Cassian se brisa, sa voix aiguë. Et que se passe-t-il si vous les prenez ? Elles disparaîtront dans un système qui sépare les sœurs et oublie les noms. Je l'ai vu. Ara parla soudainement, sa voix tremblante mais claire. Nous sommes bien ici. Il nous nourrit. Il ne crie pas, la femme hésita. Les enfants défendaient rarement leur sauveteur avec tant de fermeté. Chérie, commença-t-elle, mais Ara la coupa. Si vous nous prenez, je m'enfuirai encore. Les mots restèrent suspendus dans l'air, fragiles comme du verre. Callaway échangea un regard avec son partenaire. Nous prendrons note de votre déclaration, dit-elle avec précaution. Il y aura une audience. D'ici là, nous passerons vous voir. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière eux,
les mains de Cassian se serrèrent sur ses côtés. Il se tourna et trouva Ara le fixant, les yeux féroces et effrayés. « Ils reviendront, dit-elle. »« Je sais, répondit-il doucement. »« Alors nous serons prêts. » Ce n'était pas une promesse de sécurité. C'était une déclaration de guerre. Cette nuit-là, la ville brillait comme de la glace sous les fenêtres de Cassian. Il se tenait dans son bureau, les manches retroussées, entouré de papiers, de mémoires juridiques, de communiqués de presse, de requêtes de garde. La voix de Damen crépita dans le haut-parleur. « Le CPS a déposé une ordonnance provisoire, dit Damen. Il n'enlève pas encore les filles, mais le tribunal veut une audience. Le nom de Sloan est partout. » La mâchoire de Cassian se crispa. Elle les utilise pour s'en prendre à moi. Elle te dépeint comme instable, imprudent. Et Cass, la voix de Damian baissa. Elle a engagé un psychologue pour témoigner que tu agis par culpabilité du survivant. Le rire de Cassian fut creux. Culpabilité n'est pas le mot. Honte, peut-être. Quoi que ce soit, tu ferais mieux d'anticiper, avertit Damen. Elle bouge plus vite que tu ne le penses. La ligne se coupa. Cassian resta silencieux, regardant la neige tomber plus fort dehors. Dans le reflet, il vit son propre visage, pâle, tendu, méconnaissable. Derrière lui, un léger coup. Ara se tenait là, enveloppée dans une de ses manches de pull, bien trop longue. « Vous êtes en colère » dit-elle simplement. Il força un sourire. « Pas contre toi. » Elle s'approcha, ses yeux cherchants. « Contre la dame qui veut nous prendre. » Il hésita. « Contre le monde qui l'écoute. » Le regard d'Ara tomba. « Nous avons déjà fui. Nous pouvons le refaire si ça empire. » Cassian s'accroupit pour être à leur hauteur. « Pas cette fois. Fuir signifie se cacher. Se cacher signifie qu'il gagne. Je ne laisserai pas ça arriver. » Elle l'étudia, sa voix presque un murmure. « Les gens disent ça, puis ils abandonnent. » Il prit une lente inspiration. « Alors je serai le premier à ne pas le faire. » Sa petite main tripota l'ourlet du pull. « Vous promettez ? » « Je le promets, dit-il. Mais j'aurai besoin de ton aide pour tenir cette promesse. » Ara cligna des yeux, confuse. « Comment puis-je aider ? » En ne perdant pas espoir, dit Cassian doucement. C'est plus difficile que n'importe quel combat au tribunal. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. La tempête dehors hurlait contre la vitre, mais à l'intérieur, l'homme qui avait construit des tours et perdu son humanité trouva enfin une raison de se relever. Ara hocha la tête une fois, solennellement. « Alors nous nous battons. » Cassian sourit faiblement. « Alors nous nous battons. » Et pour la première fois, le mot « nous » signifiait quelque chose de réel. Le matin arriva, baigné d'argent. La neige avait cessé, laissant la ville silencieuse sous une douce lueur blanche. Cassian prépara le café en silence tandis que l'odeur de cacao flottait de la casserole qu'il avait réservée pour les filles. Ara apparut la première, pieds nus, Mera la suivant, serrant le lapin en tissu. Elles regardèrent par la fenêtre les toits recouverts de blanc. « C'est toujours comme ça ici ?» demanda Ara doucement. « Pas toujours, dit Cassian. Certains hivers sont plus cruels que d'autres. » Elle hocha la tête, toujours fixant. « Nous souhaitions la neige autrefois. » Puis elle est passée par le toit. Les mots tordirent quelque chose en lui. « Eh bien, dit-il doucement. Cette fois, elle est dehors, là où elle doit être. » Mera gloussa, pressant sa paume contre la vitre froide. « C'est brillant. » Cassian sourit. « C'est la lumière du soleil qui rebondit sur la neige. Cela signifie que la tempête est passée. » Ara se tourna vers lui, le front plissé. « Est-ce que c'est toujours le cas ?» Il marqua une pause. « Non, parfois les tempêtes reviennent. Mais tu profites de la lumière tant qu'elle est là. » Elle l'étudia un long moment, comme pour tester la vérité de ses paroles. Puis, sans un mot, elle monta sur une chaise et atteignit la tasse de cacao qu'il lui tendait. Le rire de Mera remplit la pièce. Ara sirota prudemment, ses yeux se fermant au goût de la chaleur. Pendant quelques secondes fugaces, il n'y eut ni ordonnance du tribunal, ni gros titre, ni menace, juste le fragment fragile d'une cuisine animée de petites voix et de secondes chances. Cassian les regarda, devit qu'il n'avait pas prévu, deux raisons qu'il ne pouvait laisser partir. Et pour la première fois depuis des années, il ne pensa pas aux échéances ou aux affaires.
Il pensa à la lumière du matin et à la facilité avec laquelle elle pouvait être perdue s'il ne se battait pas pour la garder. Cet après-midi-là, le ciel au-dessus de Central Park était de la couleur de l'acier. Cassian se tenait au bord d'une aire de jeu, les mains dans les poches de son manteau, regardant Ara pousser Mera sur une balançoire qui grinçait à chaque montée. Le rire des filles montait dans l'air froid, mince mais éclatant. Pour la première fois, elles ne ressemblaient pas à des enfants se cachant du monde. Elles ressemblaient à des enfants dans le monde. Damen observait depuis un banc voisin, le téléphone pressé contre son oreille. Quand il raccrocha, son expression était sombre. Sloan a intensifié, dit-il. Elle exige un examen de compétences avant l'audience. Cassian ne quitta pas les filles des yeux. Ça veut dire? Ça veut dire qu'ils enverront quelqu'un pour évaluer ta stabilité mentale. Elle dépeint cela comme une dépression émotionnelle. Si elle réussit, le CPS ne retirera pas seulement les enfants, ils t'interdiront de déposer une nouvelle requête. Cassian expira lentement. Elle parie que je perdrai le contrôle. Alors ne le fais pas, dit Damian doucement. Le rire d'Ara traversa l'air. Mera avait glissé de la balançoire et atterri dans la neige, gloussant. Cassian accourut, brossant son manteau propre, tandis qu'Ara planait protectrice à côté d'elle. « Tu vas bien » dit-il doucement, soulevant la petite. « La neige t'a rattrapé. » Mera sourit, imperturbable. « C'est froid, papa. » Le mot s'échappa de sa bouche comme une étincelle et figea le temps. Ara se raidit, les yeux dardant sur le visage de Cassian. Il déglutit difficilement. « C'est bon, dit-il doucement. Tu peux m'appeler comme ça si tu veux. » Mera hocha la tête, se blottissant contre son épaule. Ara baissa les yeux, son souffle rapide et irrégulier. « Nous avons eu un papa une fois, murmura-t-elle. Il a dit qu'il reviendrait nous chercher. » Cassian s'accroupit, rencontrant son regard. Peut-être qu'il a envoyé quelqu'un à la place. Pendant une seconde, quelque chose se brisa dans ses yeux, le chagrin et l'émerveillement se heurtant. Elle détourna le regard rapidement, faisant semblant de rajuster l'écharpe de Mera. Damen l'appela depuis le banc, sa voix résonnant dans le froid. « Cass, il faut y aller. L'avocate des services familiaux veut te parler ce soir. » Cassian hocha la tête, mais son attention resta fixée sur Ara. Elle fixait la balançoire, vide maintenant, bougeant toute seule dans le vent. « La tempête n'est pas finie, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. « Non, dit-il, resserrant l'écharpe de Mera et lui tendant une main. « Mais je pense que nous avons appris à y faire face. » Ara hésita, puis prit sa main. Et alors qu'il s'éloignait de l'aire de jeu, Cassian réalisa la vérité. Il ne se battait plus seulement pour elle. Il se battait avec elle. La femme des services familiaux arriva juste après le coucher du soleil. Elle se présenta comme le docteur Hélène Marin, son ton sec et courtois, son sourire trop poli pour être bienveillant. Elle portait une mince tablette et l'air de quelqu'un habitué à juger rapidement. Cassian la conduisit dans le salon. Les filles étaient assises ensemble sur le canapé. Ara raide, Mera tripotant le lapin en tissu. « Monsieur Rowe, commença le docteur, cette évaluation nous aidera à déterminer si votre environnement familial est adapté à une garde temporaire continue. Je vais poser quelques questions. » Cassian hocha la tête. « Posez tout ce dont vous avez besoin. » Elle l'étudia un instant, puis se tourna vers Ara. « Vous sentez-vous en sécurité ici ?» Ara hésita. « Oui. » Monsieur Rowe se met-il parfois en colère ? Non, dit Ara rapidement, puis plus doucement, pas de la mauvaise sorte. Le docteur Marin tapota son écran, son expression illisible. Voulez-vous rester ici ? Mera hocha la tête avant qu'Ara ne puisse répondre. Il fait des pancakes, dit-elle fièrement. Cela arracha un léger sourire au docteur, mais ses yeux revinrent à Cassian. Vous comprenez, monsieur Rowe, il ne s'agit pas seulement de bonnes intentions. La stabilité compte. La voix de Cassian était calme. J'ai passé ma vie à construire la stabilité pour tout le monde sauf moi-même. Je change juste pour qui elle est. Le regard du docteur Marin s'adoucit légèrement. Vous savez que ce sera difficile. L'examen public, l'opposition familiale, la pression légale. Cassian regarda les filles, puis de nouveau le docteur. Il n'y a rien de plus difficile que de regarder un enfant prier sur du pain moisi. Je peux gérer le reste. Pendant un long moment, le docteur Marin ne dit rien. Puis elle ferma sa tablette.
Nous soumettrons notre rapport au tribunal. Lorsque la porte se referma enfin derrière elle, Ara murmura, « Avons-nous réussi ?» Cassian sourit faiblement. Nous n'avions pas besoin de le faire. Nous avons juste dit la vérité. 2 jours plus tard, la tempête éclata. Pas celle de l'extérieur, mais celle qui ne laisse rien debout. Cela commença par un titre, « Milliardaire sous enquête, la tutelle imprudente d'Euro soulève des alarmes ». Cassian fixa l'écran avec incrédulité. L'article était impitoyable, des sources anonymes au sein de sa propre entreprise, des chuchotements selon lesquels il aurait perdu le contrôle, que le chagrin l'aurait poussé sur un terrain dangereux. Chaque photo de lui avec Ara et Mera était transformée en preuve d'instabilité. À la fin de l'article, en gras et en italique, une citation attribuée à Sloan Rowe, « Mon frère a besoin d'aide, pas de garde ». La trahison brûlait plus fort que l'humiliation. Lorsque Damian arriva, Cassian arpentait déjà la longueur du Penthouse. Sa cravate défaite, sa voix rauque. Elle franchit toutes les limites. Elle n'essaie pas de sauver ses filles. Elle essaie de me détruire. Je sais, dit Damen, posant un dossier sur la table. Mais elle a déposé une injonction de retrait immédiat. Il pourrait venir ce soir. Mera jeta un coup d'œil par le coin, serrant le lapin en tissu. Cass, murmura-t-elle. Sommes-nous encore méchantes? Le mot « encore » lui transperça le cœur. Cassian s'agenouilla rapidement, prenant ses petites mains. Non, ma chérie. Tu n'es pas méchante. Tu es la seule bonne chose dans tout ce désordre. Ara se tenait derrière sa sœur, les bras croisés fermement. Ils viennent, n'est-ce pas? Il hésita. Peut-être, mais nous allons nous battre. Le menton d'Ara trembla, mais ses yeux restèrent féroces. S'ils nous prennent, nous courons. Je le pense. Je sais que tu le penses, dit Cassian doucement. Mais je ne laisserai pas les choses en arriver là. Il se leva, se tournant vers Damian. Nous allons rendre ça public. Damian cligna des yeux. Cass, c'est du suicide. Pas si nous le faisons correctement. Cassian attrapa son manteau. J'ai passé ma vie à me cacher derrière des communiqués de presse. Pas cette fois. Si elle veut transformer cela en spectacle, nous lui en donnerons un avec la vérité. 1 heure plus tard, sous la lumière grise du début de soirée, Cassian se tenait devant un mur de caméra à l'extérieur de sa tour. La neige tombait en flocons lents et silencieux, transformant le chaos en quelque chose d'étrangement calme. Les journalistes hurlaient des questions. Les microphones se tendaient vers lui. Il ne lut pas de déclaration. Il ne sourit pas. J'ai accueilli 2 enfants chez moi parce que je les ai trouvés priant sur du pain moisi dans une allée, commença-t-il. Pas par pitié, pour de la nourriture, pour la survie. Personne d'autre ne s'est arrêté. Je l'ai fait, et je le referai. Les murmures se turent. J'ai commis des erreurs, continua-t-il, sa voix rauque, mais l'indifférence n'en sera pas une. Si le coût de la compassion est ma réputation, alors prenez-la. Je dormirai quand même mieux que lorsque j'ai détourné le regard. Il recula, ignorant les flashs. De retour dans la voiture, ses mains tremblaient. Damen était assis à côté de lui, silencieux. Du siège arrière, la voix d'Ara vint doucement. Ils vont le déformer de toute façon. Cassian regarda son reflet dans la vitre. Alors nous le redresserons demain. Dehors, le monde brûlait de lumière et de gros titres. Mais dans le reflet du verre, Cassian pouvait voir 2 petits visages le regarder, calmes et inébranlables. Il réalisa alors que ce n'était pas une guerre pour la réputation ou le contrôle. C'était une guerre pour l'appartenance, et il avait déjà choisi son camp. Le matin de l'audience arriva avec une pluie verglaçante qui piquait comme des aiguilles. La voiture de Cassian roula jusqu'au palais de justice à travers une mer de journalistes. Les caméras clignotaient comme des éclairs. Le son de son nom ricochait sur les marches de marbre. À l'intérieur, l'air était plus froid que le temps extérieur. La salle d'audience sentait légèrement le vernis et la tension. Sloan était assise à la table opposée dans un tailleur noir, son expression sereine et venimeuse. Elle ne regarda pas son frère. Elle le regarda à travers. Damen se pencha près. Reste calme. Parle avec vérité, pas avec colère. La juge a déjà lu tous les articles. Elle regardera tes yeux. Cassian hocha la tête une fois, mais quand il regarda Ara et Mera assises derrière lui avec une avocate commise d'office, le calme était la dernière chose qu'il ressentait. La juge entra.
Cette session déterminera si M. Rowe conserve la garde temporaire des mineurs en attendant un examen plus approfondi. Le Conseil peut procéder. L'avocat de Sloan était habile, rodé et impitoyable. Votre honneur, il ne s'agit pas de cœur. Il s'agit de stabilité. Le comportement de M. Rowe a été erratique. Il a exposé ses enfants à l'examen des médias, au chaos public et à l'imprévisibilité émotionnelle. Il agit par culpabilité, non par jugement. Sloan se rassit, l'expression illisible, mais ses yeux brillaient de satisfaction. Quand ce fut leur tour, Damen se leva lentement. Monsieur Rowe est peut-être un homme de richesse, mais aujourd'hui, il se tient comme quelque chose de plus rare, un homme qui s'est arrêté quand le monde a détourné le regard. Il désigna, ses enfants ont été trouvés affamés, gelés, priant sur du pain jeté. Dites-moi, votre honneur, comment mesure-t-on la stabilité dans un monde qui a permis cela? Des murmures parcoururent la salle d'audience. Puis la juge se tourna vers Cassian. Monsieur Rowe, souhaitez-vous vous exprimer? Cassian se leva. Ses paumes étaient moites, sa voix ferme mais brute. J'ai construit des tours pendant des décennies. J'ai mesuré la vie en acier, en profit et en hauteur. Puis une nuit, j'ai vu deux petites filles qui n'avaient rien, pas même des chaussures, et j'ai réalisé que j'avais tout construit sauf la seule chose qui comptait. Il se tourna légèrement, son regard rencontrant celui d'Ara. Elles n'ont pas besoin d'un sauveur, votre honneur. Elles ont besoin de quelqu'un qui ne s'en ira pas quand les gros titres s'estomperont. L'avocat de Sloan ricana. Et vous croyez être cet homme? Cassian le regarda droit dans les yeux. Je suis cet homme. Le silence qui suivit était si épais qu'on entendait chaque bruissement de papier. Puis, de manière inattendue, la juge s'adressa à Ara. Souhaiterais-tu dire quelque chose, ma chérie? La salle se figea. Ara se leva lentement, serrant la main de Mera. Sa voix était douce mais claire. Il ne crie pas. Il ne ment pas. Il fait le petit déjeuner. Il dit que nous n'avons plus à courir. La salle d'audience devint complètement silencieuse. Le regard de la juge s'adoucit. Merci, Ara. L'expression de Sloan vacilla pour la première fois, juste un scintillement, mais Cassian le vit. Le marteau du juge tomba doucement. La cour va suspendre sa séance jusqu'à l'après-midi. Je rendrai ma décision alors. Dehors, alors qu'il sortait dans la lumière grise, Ara leva les yeux vers Cassian. Avons-nous gagné? Il s'accroupit à sa hauteur. Nous avons dit la vérité. C'est comme ça que commence la victoire. Mais alors que la voiture s'éloignait, Cassian vit Sloan à travers la vitre du palais de justice, souriant faiblement, déjà au téléphone. Le combat n'était pas terminé. Le système pourrait plier sous la pression. Le monde pourrait transformer la compassion en scandale. Mais Cassian savait une chose avec une certitude absolue maintenant, il ne quitterait pas cette salle d'audience sans ses filles, quoi qu'il lui en coûte. La salle d'audience débordait lorsque l'audience reprit. Chaque siège était occupé, chaque caméra fixée. Dehors, la pluie verglaçante s'était de nouveau transformée en neige, de gros flocons l'en tombant contre les fenêtres du palais de justice comme si le monde lui-même retenait son souffle. Cassian était assis à la table de la défense, les mains jointes. Ara et Mera attendaient tranquillement derrière lui avec Damian. De l'autre côté de l'allée, l'avocat de Sloan ajustait sa cravate, affichant la confiance suffisante d'un homme qui se croyait déjà victorieux. La juge entra, sa robe noire bruissant sur le sol. Le huissier réclama l'ordre. Le silence tomba comme le givre. Après avoir examiné tous les témoignages, la documentation et les évaluations de caractère, commença la juge, cette cour a pesé les deux parties avec soin. Ce qui est en jeu ici n'est pas la richesse ou la réputation, mais la vie de deux enfants. Les yeux de Sloan scintillèrent. Cassian pouvait sentir sa confiance pulser comme de l'électricité statique de l'autre côté de la pièce. La juge continua, sa voix calme mais tranchante. L'accusation soutient que M. Rowe est émotionnellement instable, motivé par la culpabilité et inapte à une garde à long terme. Cependant, les preuves suggèrent le contraire. Une ondulation de mouvement, les journalistes se penchant en avant, les stylos prêts. Cette cour constate, dit-elle, marquant une pause délibérée, que M. Cassian Rowe a agi non pas par instabilité, mais par humanité. Que son foyer offre sécurité, stabilité et compassion, des choses que ses enfants n'ont pas connues depuis très longtemps. La mâchoire de Sloan se serra, la voix de la juge s'adoucit. Par conséquent,
la tutelle temporaire est par la présente prolongée indéfiniment avec tous les droits de demander une adoption permanente. Pendant un battement de cœur, la pièce fut silencieuse. Puis un halètement audible la traversa. Damian expira bruyamment. Les épaules de Cassian s'affaissèrent de soulagement. Derrière lui, Mera frappa ses petites mains, ne comprenant pas, ne ressentant que la joie dans l'air. Ara ne bougea pas. Elle fixa la juge comme si elle craignait que les mots ne disparaissent. Cassian se tourna, s'agenouillant à côté d'elle. « C'est réel, murmura-t-il. Vous restez. Vous êtes à la maison. » Ses lèvres tremblèrent. « Vous avez tenu votre promesse. » Il sourit, les yeux piquants. « Toujours. » De l'autre côté de la pièce, Sloan se leva lentement. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-elle à voix basse. Cassian se redressa, rencontrant son regard calmement. Ça l'est déjà. Dehors, la neige recouvrait les marches du palais de justice. Les journalistes hurlaient des questions alors que les portes s'ouvraient, les flashs explosant comme des feux d'artifice. Damian protégea les filles tandis que Cassian les guidait à travers le chaos. « Qu'est-ce que ça fait, monsieur Rowe » cria quelqu'un. Cassian s'arrêta un instant, son souffle s'évaporant dans le froid. « Ça fait, » dit-il, comme si le monde avait enfin fait quelque chose de juste. De retour dans la voiture qui les attendait, Ara appuya sa tête contre son épaule, épuisée. Mera s'était endormie, sa petite main serrée autour de sa manche. Pour la première fois depuis l'allée, le silence ne semblait pas lourd. Il semblait entier. Damian était assis en face d'eux, secouant la tête avec un léger sourire. « Tu réalises que tu viens de déclarer la guerre à ton propre empire. » Cassian gloussa doucement. « Alors je le reconstruirai brique par brique autour d'elle. » Il regarda par la fenêtre tandis que la ville défilait, les lumières brillant, la neige tombant doucement comme un pardon. Pendant des années, il avait construit des tours pour le profit. Mais ceci, cette chose fragile, désordonnée, belle à côté de lui, était la seule structure qui compterait jamais. La voix d'Ara vint doucement, à moitié endormie. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Cassian sourit, brossant une mèche de cheveux de son visage. « Maintenant, dit-il, nous recommençons. » Et alors que la voiture roulait vers la skyline à travers des rues lavées par la neige, Cassian recomprit enfin à quoi ressemblait la rédemption. Pas le marbre, pas l'argent, mais deux petites mains tenant les siennes, refusant de lâcher prise. L'hiver commença à s'estomper, mais ses traces persistaient, de fines couches de glace le long de l'Hudson, la brume s'enroulant au-dessus des rues à l'aube. À l'intérieur du Penthouse, la lumière était différente maintenant, plus chaude, habitée. Des jouets trônaient là où des magazines d'affaires se trouvaient autrefois. Un fort de couverture occupait le coin où Cassian tenait autrefois des appels avec des investisseurs, et les rires avaient remplacé le silence qui hantait jadis les couloirs. Ara dessinait à la table, sa langue dépassant du coin de sa bouche, concentrée. Mera était assise en tailleur à proximité, nourrissant soigneusement sa poupée de fausse soupe dans une petite tasse. Cassian se tenait près du poêle, les manches retroussées, essayant d'empêcher les pancakes de brûler. « Papa » annonça Mera. La poupée dit qu'elle veut des pépites de chocolat dans les siens. Cassian se tourna avec un faux sérieux. « Dis-lui que je verrai ce que je peux faire. » Ara sourit sans lever les yeux. « Vous parlez aux poupées maintenant. C'est comme ça qu'on sait que vous êtes devenu mou. » Il rit doucement, secouant la tête. « Peut-être que oui. » La sonnette retentit, un carillon bas et poli qui ne les effrayait plus. C'était le docteur Marin des services familiaux, souriante. Cette fois pour de vrai. « Je ne resterai pas longtemps, » dit-elle en entrant. Juste le dernier contrôle avant la signature des papiers d'adoption. Cassian jeta un coup d'œil à Ara, qui rencontra son regard, prudente mais curieuse. « Tout va bien ?» demanda le docteur, balayant du regard le doux chaos. Ara répondit avant lui. « Nous ne dormons plus dans des boîtes, dit-elle d'un ton terre à accent grave terre. Nous dormons dans des lits qui ne fuient pas, le docteur Marin sourit doucement. Ça a l'air parfait. » Elle signa le dernier formulaire, posa son stylo et tendit la main. « Félicitations, monsieur Rowe. C'est officiel. » Cassian hésita, puis prit le papier, son poids plus lourd que n'importe quel contrat qu'il n'avait jamais signé. Mera s'écria, frappant dans ses mains. « Nous sommes vraiment une famille maintenant ?» Il s'accroupit à leur hauteur, sa voix douce mais ferme. « Nous l'avons toujours été. Maintenant, le monde a juste rattrapé son retard. »
Alors que le docteur marin partait, le Penthouse redevint silencieux. Dehors, la ville brillait d'or au coucher du soleil. Ara grimpa sur le canapé à côté de lui, son carnet de croquis à la main. « J'ai dessiné quelque chose, dit-elle timidement. Il regarda la page, un dessin d'un grand bâtiment, mais cette fois il n'était pas fait d'acier. Ses fenêtres étaient des cœurs, son toit rempli d'étoiles. Au centre se tenaient 3 petites figures et une plus grande à côté d'elle, main dans la main. Au-dessus d'eux, d'une écriture enfantine et maladroite, elle avait écrit « Foyer ». Cassian sentit sa gorge se serrer. « C'est parfait », murmura-t-il. Ara appuya sa tête contre son épaule. « C'est le nôtre », murmura-t-elle. Mera gloussa depuis le sol. « Papa, la poupée veut encore des pancakes. » Il sourit, essuyant une larme qu'il ne prit pas la peine de cacher. « Alors elle aura des pancakes. » Alors que la nuit tombait, les lumières de la ville s'allumèrent une par une, tour et verre reflétant le miracle silencieux d'un homme qui avait enfin construit quelque chose qui ne s'effondrerait pas. Pendant des années, Cassian Rowe avait été l'architecte de Skyline, un bâtisseur d'empire. Mais à cet instant, alors que 2 petites filles riaient sous le doux murmure d'un foyer qui leur appartenait enfin, il comprit la vérité. Il ne les avait pas sauvées. Elle l'avait sauvée. Et au-dessus de la ville, enveloppés dans la douce lueur du pardon et des secondes chances, leurs rires portèrent dans la nuit, chaud, fragile et incassable.